Donc, bonjour, bonjour à tous. Un grand merci donc à Nathalie, au comité d'organisation de m'avoir invitée. Merci aux sponsors et à Isis Médical en particulier. Donc moi, je vais vous parler de l'hypertension artérielle nocturne. Est-ce qu'il y a encore une place pour le SAOS? Donc je suis pneumologue au Havre et dans le service, on a un laboratoire du sommeil et aussi on est spécialisé dans les interactions cœur-poumon. Donc quand on parle de troubles respiratoires du sommeil, donc là nous on va parler du SAOS, mais vous voyez dans troubles respiratoires du sommeil, il y a aussi le SAOS central et la respiration de Cheyne-Stokes, le syndrome hypoventilation, l'hypoxémie nocturne, l'overlap syndrome, donc l'association d'un SAS et d'une BPCO, ou le syndrome obésité hypoventilation. Dans le syndrome des apnées du sommeil, la définition, donc c'est plus de 5 en termes d'index apnée-hypopnée. Hein. Donc nous tous, on peut faire des arrêts respiratoires quand on dort, mais on devrait en faire moins de 5. Au-delà, c'est le SAOS. Et il y a le diagnostic de sévérité en fonction du nombre d'apnées. Vous voyez, SAOS léger, c'est entre 5 et 15. Entre 15 et 30, il est modéré. Au-delà de 30, c'est le SAOS sévère. On met un traitement spécifique par pression positive continue chez un patient avec un SAOS sévère qui est symptomatique, c'est au moins 3 symptômes. Et la particularité chez les patients avec comorbidité cardio-circulatoire, notamment HTA résistante, on met un traitement quand l'index d'apnée-hypopnée est supérieur à 15. Et à ce moment-là, on dit que c'est un SAOS modéré à sévère. Donc vous voyez déjà, la comorbidité fait que le traitement spécifique intervient pour un degré de sévérité moindre. S'agissant de l'épidémiologie, donc si on voulait retenir un chiffre rond, on peut dire c'est 10% de la population. Normalement, c'est un peu plus chez les hommes que chez les femmes, pour un IH à 15, donc syndrome des apnées modéré, et que cette différence homme-femme, elle va disparaître après la ménopause. Dans l'étiologie, là ce matin, quand on évoquait l'apnée du sommeil, on parlait surtout de l'obésité. Et comme je dis souvent aux patients, hein, c'est pas le poumon qui est malade, mais c'est souvent un collapsus des voies aériennes en lien avec la corpulence, donc obésité IMC supérieure à 30, qui fait que les patients vont avoir ces arrêts respiratoires. Syndrome d'apnée du sommeil et obésité, c'est sûr. Après, si on regarde d'autres pathologies, vous voyez, dans l'hypertension artérielle, il y a 35% des patients avec HTA qui vont avoir le SAOS. Et si on regarde HTA résistante, c'est beaucoup plus, hein, c'est 80%. Dans les autres comorbidités, donc il y a le diabète 35% et l'obésité morbide 77%. Alors, quelles sont les conséquences du syndrome des apnées du sommeil? Au moment du collapsus des voies aériennes, il va y avoir d'abord des variations de pression intrathoracique, une hypoxie, hypercapnie intermittente et une fragmentation du sommeil qui va être responsable notamment d'une hyperactivité du système sympathique et aussi d'une dysfonction endothéliale. Et c'est ces deux éléments-là en particulier qui vont entraîner toutes les conséquences cardio-circulatoires et métaboliques, et en particulier l'hypertension pulmonaire. Ces mêmes mécanismes physiopathologiques ont été rapportés là en 2019, et on voit que dans la dysfonction endothéliale, il y a plusieurs molécules qui ont été identifiées. Là, on parle, nous, de l'hypertension artérielle, hein, mais il n'y a pas que l'hypertension artérielle. Il y a aussi l'AFA paroxystique, la mort subite et tout ce qui est AVC et atteinte coronarienne. Au Havre, par exemple, quand les cardiologues voient une hypertension artérielle, dans le bilan initial, hypertension artérielle plus, par exemple, obésité, diabète, ils sont rapidement adressés au laboratoire pour un dépistage du syndrome d'apnée du sommeil, vous voyez, alors même qu'on n'est pas encore dans le diagnostic de l'HTA réfractaire. D'un point de vue physiopathologique, donc on a dit un collapsus pharyngé, et dans le bilan initial de ces patients, d'un point de vue respiratoire, on fait quand même au moins une radiographie thoracique et une spirométrie, voire une EFR pour éliminer une pathologie respiratoire. Et si on regarde, alors ici, vous avez les données d'un tracé de polygraphie pour le diagnostic définitif par la polygraphie ventilatoire. Donc, il y a un collapsus pharyngé répété au cours du sommeil.
si on faisait une IRM au même moment, on verrait bien ce collapsus pharyngé. Mais ici, sur cette première, sur premier tracé, c'est le flux nasal au cours du sommeil. Donc ici, on a une diminution de plus de 90% du flux nasal, c'est une apnée. Au même moment, on a une variabilité des mouvements thoraco-abdominaux. Donc on dit que c'est une apnée obstructive. Et vous voyez que juste après, on a une tachycardie. Donc ici, je n'ai pas le tracé de la pression artérielle, mais ces événements respiratoires vont s'accompagner de ce qu'on appelle un micro-éveil, qu'on peut lire quand on fait la polysomnographie, on voit bien le micro-éveil, mais quand on n'a que la polygraphie ventilatoire sans le EEG, on va conclure qu'on a des signes quand même corticaux indirects de cette fragmentation du sommeil. Et on sait maintenant que la fragmentation du sommeil va être responsable d'une mauvaise qualité de sommeil, donc de la privation de sommeil et de la dette de sommeil, qui va aggraver les troubles cardio-circulatoires. Et dans cet exemple où en plus des graphoéléments de polygraphie ventilatoire, donc flux nasal, bande thoracique, bande abdominale, saturation, ici on a l'électroencéphalogramme et on peut lire au sein des différents stades du sommeil, des ondes rapides dont on sait que ce sont des micro-éveils et ils s'accompagnent tout le temps d'une tachycardie. Et dans cet exemple, on a une hypopnée, on a en plus une désaturation significative. Dans les apnées, c'est une interruption du flux nasal qui n'est pas nécessairement associée à une hypoxie. Et dans les hypopnées, c'est une diminution du flux nasal d'au moins 30% associée à une désaturation de 3%. Mais d'un point de vue physiopathologique, apnée et hypopnée, c'est la même incidence et ça rentre dans le décompte de l'IAH. Donc sur les mécanismes, donc on a dit il y a non seulement les patients, il va y avoir un collapsus des voies aériennes à cause du poids, mais pas que, il y a aussi un relâchement de l'activité des muscles pharyngés qui va aussi expliquer ce collapsus des voies aériennes, qui va donner une apnée. L'apnée va entraîner une hypoxie-hypercapnie. L'hypoxie-hypercapnie, le cerveau, il n'aime pas ça. Le patient va faire une reprise ventilatoire. Au moment de la reprise ventilatoire, qui souvent est inconsciente de la part du patient, mais c'est le compagnon de lit, si j'ose dire, qui va dire réveille-toi, réveille-toi. Mais à ce moment-là, si on fait l'EEG, mais on ne fait pas l'EEG à tout le monde, si on fait l'EEG, on voit des micro-éveils. Les micro-éveils augmentent l'activité du tonus musculaire. On réouvre les voies aériennes supérieures. Il y a la reprise ventilatoire. Tout ceci entraîne la fragmentation du sommeil, la somnolence diurne excessive, les complications cardiovasculaires qui entraînent l'augmentation de la mortalité. Alors, quand on les voit en consultation, les signes cliniques, il y a des signes cliniques diurnes et des signes cliniques nocturnes. Les signes cliniques diurnes, c'est les céphalées matinales, troubles de mémoire, attention. Donc, à l'interrogatoire, quand on voit ces patients, même sur une consultation qui n'est pas en lien avec le sommeil chez les BPCO, les obèses, et donc, nous, les cardiologues, réinterrogent tous les patients systématiquement sur ces signes cliniques. Il y a aussi l'altération de la vigilance diurne ou l'hypersomnie cotée par le score des Powers que je vais vous montrer après. Donc ça, c'est en journée. La nuit, il y a les ronflements, les arrêts respiratoires avec reprise bruyante du fait de la reprise ventilatoire, la stimulation cérébrale. Il y a la suffocation parce qu'au moment de la reprise, le patient s'arrête et puis après, il fait... Voilà, ça fait une sensation de suffocation. Il y a la nicturie parce que les variations de pression intrathoracique sont vécues par le myocarde comme une augmentation des pressions de remplissage et donc il va synthétiser du BNP et ce BNP va être responsable de la nicturie. Donc on a déjà vu des patients qui allaient voir l'urologue, comme je disais ce matin à l'atelier, et donc en vrai ces mêmes patients n'avaient rien d'urologique, mais c'était un signe clinique du SAOS. Les sueurs, c'est les troubles de l'hématose, le sommeil agité, c'est les fragmentations du sommeil et les réveils fréquents. Donc pour normalement arriver à l'investigation qui est en première intention la polygraphie ventilatoire, il faut 3 signes cliniques. Et 3 signes cliniques. Et à ce moment-là, en première intention, on fait la polygraphie ventilatoire. Donc, c'est juste les signaux respiratoires, donc le signal de flux nasal, le micro à hauteur de la trachée pour les ronflements,
la bande thoracique, la bande abdominale pour vérifier les mouvements respiratoires au cours du sommeil et faire la différence entre une apnée obstructive et centrale, et l'oxymètre de pouls pour voir s'il y a des désaturations. Parce que quand il y a une baisse de 30% du signal de flux nasal, il faut rechercher la désaturation de 3%. L'échelle de somnolence d'Epworth, donc normalement, on l'a fait systématiquement. Alors, il y aura toujours des personnes, des spécialistes du sommeil qui diront, et ça, c'est que cette échelle, elle est insuffisante pour apprécier l'altération de la vigilance diurne, mais c'est quand même, dans toutes les études, c'est le score d'Epworth qui est réalisé. Donc, on demande au patient s'il a un risque de s'endormir, pas du tout, léger, moyen, sévère, donc 0, 1, 2, 3, dans différentes situations. Vous voyez, assis en train de lire, en train de regarder la télé, assis dans une salle d'attente, et ainsi de suite. Et normalement, ce score, il devrait être inférieur à 10. Et les patients chez qui on dépiste le SAOS, il a souvent un score d'Epworth qui est plutôt aux alentours de 12, et l'administration du traitement spécifique, donc la PPC, va améliorer cette vigilance diurne. Les autres signes d'examen, donc il y a souvent une obésité, on l'a dit, et l'examen ORL, donc pour faire dans l'excellence, tous les patients diagnostiqués SAOS devraient avoir un examen ORL associé, mais d'autant plus si, en vrai, si l'obésité, si l'IMC est pas franchement supérieur à 30, les autres causes qui expliquent les apnées, ça peut être les anomalies morphologiques comme le rétrognatisme, vous voyez, des patients qui ont la mandibule inférieure proche de la trachée. Et quand ils dorment, avec le relâchement des muscles du pharynx, ça peut favoriser les apnées. Et l'autre raison aussi, c'est si on a une base de langue épaisse, des grosses amygdales, une luette un peu abaissée. Donc ça peut aussi expliquer des apnées. Dans l'hypertension artérielle, il y a 50% de patients qui ont un SAS et 30% des hypertendus ont un SAS. Ce diagramme physiopathologique a été de nouveau bien rappelé en 2017. Donc, c'était pour vous rappeler donc, les mécanismes. On a une apnée obstructive qui va entraîner des troubles de l'hématose, diminution, une hypoxie, une hypercapnie. Il y a des variations de pression intrathoracique à cause de l'apnée. Il y a des micro-éveils. Les micro-éveils vont diminuer l'activité parasympathique et activer le système sympathique. Les troubles de l'hématose, le stress, vont alimenter le stress oxydatif, l'inflammation, la dysfonction endothéliale. Et ces trois items, là, si j'ose dire, entraînent une élévation de la pression artérielle. Et si on regarde, donc normalement, il y a un rythme circadien avec une diminution de la pression artérielle nocturne, et chez ces patients typiquement le DIP nocturne est aboli, donc ils deviennent des non-dippers, et c'est en particulier ceux-là qui vont avoir des syndromes d'apnée du sommeil. Et vous voyez qu'ici on a l'élévation de la pression transmurale du ventricule gauche, et cette élévation de pression transmurale du ventricule gauche ici, ce que je vous disais, va favoriser la synthèse du BNP. Alors 50% des patients, ça je vous l'ai déjà dit, des patients atteints de SOS de degré modéré à sévère sont également hypertendus, et que parallèlement à cette progression de sévérité du SAOS, la prévalence de l'HTA augmente, et il y a 30 à 50% des hypertendus qui ont un SAOS, et si on regarde ceux qui résistent au traitement, il y a 83%. Donc ça dépend de la filière de soins. Parfois, il y a des cardiologues qui nous les réadressent, ou les cardiologues qui font eux-mêmes du sommeil, qui vont investiguer l'apnée uniquement en cas d'HTA résistante, mais sauf s'il n'y a pas, en l'absence de signes cliniques évocateurs. C'est-à-dire que si le patient a l'HTA, mais qu'il avait déjà les signes cliniques évocateurs, notamment l'altération de la vigilance diurne, il faut faire une polygraphie ventilatoire. Sur le rythme circadien, je vous en ai déjà parlé. Donc, il y a normalement une diminution de 10% la nuit qui va être abolie chez ces patients en particulier. Et il y a 84% des patients SAOS de degré modéré à sévère qui ont ce pattern de non-dipper. Et qu'en est-il maintenant du traitement? Donc, si un patient a un index d'apnée-hypopnée supérieur à 30 par heure sans
avec contrôle cardio-circulatoire, c'est-à-dire pas d'insuffisance cardiaque, il n'a pas de FA paroxystique, il n'a pas non plus d'HTA résistante. Vous allez l'appareiller avec un IH à plus de 30 par heure. Il faut bien faire la différence entre les apnées obstructives et centrales parce que ce n'est pas la même façon de régler l'appareil. Donc un patient qui a un syndrome des apnées du sommeil sévère, obstructif, à fraction d'éjection préservée, donc on va le traiter par PPC, et là on peut s'autoriser à mettre initialement une pression variable avant la titration. Si ce même patient a une fraction d'éjection basse, il ne faut pas imposer au cœur des variations de pression intrathoracique par la PPC autopilotée, et il faut mettre une pression fixe d'emblée. Moi, je vous avouerai, pour être bien sûr, tous ces patients qui ont une histoire cardiaque, je mets d'emblée une pression fixe. Ensuite, il y a les autres patients, donc syndrome des apnées du sommeil central, je ne suis pas rentrée dans le détail, ce n'était pas le sujet. Ceux-là, s'ils ont une FEVG basse, on ne peut pas les traiter. Pendant un temps, on a cru qu'on pouvait mettre une auto-asservie, donc une ventilation avec une aide inspiratoire variable. Il y a eu une étude, notamment Servachev, qui a démontré que ça tuait plus les malades que l'inverse. En revanche, dans le syndrome des apnées du sommeil central à fraction d'éjection préservée, on peut mettre une auto-asservie, donc avec une aide inspiratoire variable. Donc ce traitement, quand il est mis en place et qu'il est bien mis en place, les études où les données sont bien colligées montrent que le traitement spécifique peut entraîner une baisse tensionnelle d'environ 9 mm de mercure, et avec l'effet synergique de tout ce qu'on a évoqué avant, les règles hygiéno-diététiques, l'activité physique. Il me semble que c'est la dernière diapositive en conclusion. Donc, un patient hypertendu sur 2 souffre de syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Le SAOS est un facteur de résistance au traitement antihypertenseur. Donc, quand vous avez une HTA mal contrôlée résistante, il faut y penser. En particulier, cette HTA résistante, on va être dans un contexte de perturbation du rythme circadien avec des patients non dippers. Le traitement adapté va permettre une amélioration du contrôle de cette hypertension artérielle. Merci. Merci Bouchra, elle a parfaitement respecté son temps. On a du temps pour 1-2 questions rouge brûlantes dans la salle. Alors moi, il y a juste un truc, Bouchra, que j'aimerais bien que tu nous clarifies. Jusque-là, j'avais retenu que l'appareillage ne faisait pas baisser la tension. Ne faisait pas baisser la tension. Toi, tu as montré malgré tout qu'on pouvait quand même avoir une baisse de la pression artérielle. C'est vrai que c'est variable selon la qualité des études, mais il y a des études qui ont démontré, si on colligeait bien les données, et que si le patient était compliant à la PPC, donc la compliance, ça veut dire au moins 4 heures et idéalement tout le temps de sommeil, eh bien la PPC pouvait contribuer au contrôle de la pression artérielle. Ok. En dehors du fait que ça améliore bien entendu la qualité de vie. Oui, voilà, plus tous les signes cliniques si vous les avez détectés avant. Donc là, une PPC bien mise en place, ça fonctionne toujours sur le contrôle des événements apnéiques, et qu'à l'interrogatoire, on a une amélioration de la qualité du sommeil, du score de vigilance diurne et des autres signes cliniques que vous auriez détectés avant la confirmation du SAOS et le traitement. Une question, oui. L'apnée, c'est vrai, du coup, c'est à vie, quoi. C'est vrai que les patients, ils sont un peu déçus. Il y a d'autres possibilités thérapeutiques comme l'orthèse d'avancée mandibulaire, mais ça, c'est sous certaines conditions. Il faut que le patient puisse recevoir cette orthèse en fonction de son état dentaire. Et les orthèses, ça va réduire les index d'apnée-hypopnée d'environ 1/3. Vous voyez, si on part de 45 d'IH, l'orthèse, si elle fait bien, elle va nous ramener à 28, par exemple. Mais effectivement, tant qu'il y a cette corpulence et l'obésité, il va y avoir la PPC. Et là, alors c'est vrai que là, c'était pas trop le sujet de faire la différence entre apnée obstructive et centrale parce que ça prend plus de temps, mais que ce soit l'un ou l'autre. C'est vrai que ce qu'on dit, c'est que dans les apnées centrales, c'est souvent en lien avec l'insuffisance cardiaque ou un AVC. Donc là, il faut bien contrôler l'insuffisance cardiaque. Bravo encore. Merci Bouchra.